Mesdames et messieurs, chers amoureux d'écriture, de littérature et finalement de culture, bonsoir et surtout bienvenue. Bienvenue à cette première édition du festival Beaucoup. Un festival qui a été initié par une équipe de passionnés de littérature, d'auteurs, d'éditeurs. Et c'est d'ailleurs au nom de cette équipe que je suis là ce soir pour vous souhaiter la bienvenue. Merci d'avoir bravé la chaleur, les transports, les embouteillages pour répondre nombreux à cette fête, à cette messe de la littérature. Pour cela, je vais simplement vous demander d'applaudir d'abord pour vous. Effectivement, on applaudit véritablement pour vous, parce que si vous n'étiez pas là, cet événement aurait eu l'air bien triste. Alors merci encore une fois pour votre présence, pour votre participation. Le festival de cette année est sous le thème de définir l'identité congolaise. Nous sommes au deuxième jour de notre escapade, puisqu'on a commencé un voyage au pays de la littérature, et ce soir nous sommes au deuxième jour. Dans cette prochaine activité, elle est assez spéciale. Nous avons décidé de faire une présentation double. Une présentation double de deux œuvres qui sont finalement cruellement liées. En effet, le récit de l'un a facto une conséquence, une incidence sur l'autre. Alors que l'enquête journalistique Rwanda, Assassin sans frontières de Michela Wong, déchire le script officiel selon lequel un groupe idéaliste de jeunes rebelles aurait renversé le régime génocidaire de Kigali en exposant les manigances et les manœuvres titanesques de l'ascension du FPR dont Paul Kagame est l'architecte. En parallèle, le livre « Ainsi sont faites les lianes » de l'auteur Godefroy Mwanabato est un roman qui, partant de plusieurs histoires, de plusieurs personnages congolais, dresse un tableau dramatique sur l'histoire du Congo. Ces personnages, issus de plusieurs horizons, militaires, journalistes, artistes, enfants, gourous religieux, arrivent à se rencontrer et à dresser une mosaïque qui donne une image approximative du Congo actuel, qui ressemble à des lianes. C'est pour ça le titre « Ainsi sont faites les lianes ». Cette œuvre met clairement en exergue les conséquences de la politique expansionniste de Paul Kagame sur le peuple congolais. C'est pour cela que ce soir, sous vos applaudissements, je vais vous demander d'accueillir Godefroy Mwanabato, auteur de livre « Ainsi sont faites les lianes », Michela Wong, du livre « Rwanda, Assassin sans frontières » et surtout Madame Marie Sambaï, qui est aussi l'initiatrice de ce festival. Merci de les applaudir, chère assistance. Cette activité va être très interactive parce que je sais que vous avez beaucoup de questions, beaucoup de choses à dire. C'est vraiment des sujets qui nous touchent chacun d'entre nous et nous sommes là pour ça, pour en parler véritablement avec respect. On est à la République démocratique du Congo, donc on va échanger en toute démocratie. Avant toute chose, je vais vous présenter plus en profondeur les deux auteurs. Alors on va faire honneur aux femmes, honneur aux femmes, on va être galant. Michela Wong, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une journaliste, auteure britannique qui a passé plus de 20 ans à écrire sur l'Afrique. En effet, elle a été affectée par rapport à sa profession. Donc elle a été affectée d'abord en Europe, mais ensuite en Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Donc elle a vécu plusieurs années à Kinshasa. Elle a travaillé pour Reuters, la BBC et le Financial Times, avant de devenir rédactrice indépendante aujourd'hui. Donc elle a écrit 5 livres,
dont celui qui parle des traces qui s'intitule Sur les traces de Monsieur Kurtz. En fait, c'est un livre qui parle de la transition, de la direction entre Mobutu Sese Seko à celui de Laurent Désiré Kabila. Donc ces livres, elle les a apportés avec elle. Ils sont en anglais, mais vous pourrez vous en procurer à la fin. Donc ça, c'est la présentation de Michela Wong, notre invitée. Ensuite, je vais vous présenter notre auteur qui est aussi maître avocat. J'ai nommé Monsieur Godefroy Moinabato, écrivain, avocat d'entreprise. Son premier roman s'intitule « Ainsi sont faites les lianes ». Passionné du Congo, il a milité entre 2015 et 2018 au sein de Lucha, Lutte pour le changement, qui réclamait plus de démocratie et plus de liberté dans son pays. Après avoir fait la prison pour son combat au sein de Lucha en 2017, il a créé le PUR, Parti d'Union républicaine, dont il est le président de ce jour. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un auteur engagé qui, à travers son œuvre, décrit, proteste pour exposer les réalités que vive la population congolaise. Je ne vais certainement pas oublier de vous présenter rapidement également notre modératrice de ce jour, Marie Sambaï, qui va être représentatrice des éditions Moucheté, donc une passionnée des lettres et qui travaille beaucoup à mettre en avant la littérature congolaise. Voilà, ça c'est pour la présentation de nos participants à cette conférence. Maintenant, vous avez la parole, le débat va être ouvert. C'est un jeu de questions-réponses, mais dans un premier temps, je vais laisser la parole à Marie Sambaï. Merci beaucoup, Amandine Chinyama, pour cette présentation exhaustive des auteurs et de leurs œuvres. Nous avons essayé, dans ce programme, de mettre en relief le livre de Michela qui ne concerne que le Rwanda et l'ascension du FPR jusqu'à la prise de pouvoir par Kagame, et de montrer qu'à travers cette ascension, les impacts se font ressentir directement dans notre pays. Donc, Michela, bienvenue chez nous. Merci. Donc, on va rentrer un petit peu dans le livre avant de pouvoir faire le parallèle avec le livre de Godefroy et notre histoire particulière au Congo, tumultueuse depuis une trentaine d'années. Le livre parle exclusivement du Rwanda, mais à partir de 1994, nous sommes très concernés par les incidents qui vont se passer au Rwanda et par la suite à l'est du pays. Michela, dans un premier temps, ton livre démarre de l'assassinat de Patrick Karegeya. Très vite, nous allons nous intéresser dans ce livre à la psychologie de Kagame, et tu vas nous décrire son enfance, les faits marquants qui en fait aujourd'hui le tyran que tu décris avec de nombreuses sources et de nombreux rapports signés par des différentes autorités européennes, mais qui sont tenus sous silence. Et par la suite, on va parler plus principalement du FPR et de la position que Kagame occupait au sein du FPR. Je t'en prie. Ok, merci. Je voulais juste pour commencer remercier le festival beaucoup et Marie et tous les autres organisateurs parce que pour moi ça fait 20 ans que je suis, avant j'habitais ici, je travaillais ici comme journaliste et ça fait 20 ans que je suis plus venue et pour moi c'était vraiment très excitant d'être invitée parce que je suis très liée à Kinshasa et j'ai toujours des amis ici et je les vois parmi leurs visages ici dans ce public et ça me touche à cœur. Alors merci pour la question. La première fois que j'ai mis les pieds au Rwanda, c'était en juillet 1994
Et j'ai fait du reportage parce que je suis entrée au Rwanda avec Opération Turquoise, la force française. Et j'ai vu tout de suite les traces du génocide. Et j'avais fait certaines impressions du FPR, comme tout le monde, comme les journalistes, comme les diplomates, comme les gens qui travaillent pour les ONG. Et je pense qu'avec le passage du temps, en regardant un peu en arrière, je me suis dit que peut-être j'ai été un peu crédule, peut-être un peu naïf, qu'il fallait repenser et reconsidérer mes propres opinions. Et pour moi, le jour où j'avais entendu la nouvelle que l'ancien chef de renseignement à l'extérieur, Patrick Karegeya, s'était fait assassiner dans un hôtel, une chambre d'hôtel en Sud-Afrique, c'est un moment que je me suis dit, c'est une chance pour moi, c'est une opportunité, c'est un monsieur que j'avais connu, pas très bien, comme tous les journalistes, parce qu'il connaissait tous les journalistes. Pour moi, c'est une opportunité d'entrer dans ce chapitre et d'évaluer mes propres opinions. Et le moment où ce bruit a éclaté, c'était pour moi le moment où j'ai pensé, je dois écrire à ce sujet. Alors, c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Ça est sorti il y a 2 ans en anglais, mais pour moi, c'est très excitant que maintenant, ça existe en français. Ça veut dire que je peux parler, communiquer avec le public francophone, surtout celui congolais. Et c'est grâce à mon éditeur qu'il a publié ça, et maintenant on peut le mettre en vente, et ça me permet d'avoir un débat avec un public francophone africain. Donc Kagame grandit dans les camps ougandais suite à l'exil des Tutsis à la mort du Mwami, et sa jeunesse est marquée par une pauvreté extrême, par beaucoup d'humiliations qui ont forgé son caractère, au point où ses camarades le surnommeront plus tard Pilato, qui vient de Ponce Pilate. Pendant que j'ai fait mes recherches, j'ai rencontré beaucoup de monde qui connaissait Kagame comme jeune enfant. Et c'est un monsieur, sa famille, c'était une famille d'aristos rwandais, parce qu'il faisait partie de la cour royale au Rwanda, le cour du Mwami. Et à un certain moment, je pense que vous savez tous qu'il y a eu un renversement, la révolution Hutu dans les années 60, et le cour royal, qui était Tutsi, s'est fait expulser au Zaïre et aussi au Tanzanie et Burundi. Et beaucoup d'eux se sont installés dans les camps de réfugiés en Ouganda de l'Ouest. Et c'était pas facile, la vie là-bas. Et j'ai beaucoup parlé avec les gens qui ont subi ça, parce qu'ils se sentaient vraiment des gens qui n'étaient pas les bienvenus. Ils se sentaient marginalisés, écartés, préjugés, qu'il y avait des préjugés contre eux. Et je pense que si on regarde un peu Kagame, il a vraiment, il a endossé ça. Il se sentait quelqu'un qui n'avait pas eu une chance dans la vie. Et c'est vraiment, c'est un monsieur, selon moi, qui cherche toujours le respect parmi les autres, parce que ça lui a manqué quand il était enfant. Alors, il est allé à l'école. À un certain moment, à l'école, ça n'a pas très bien marché, parce qu'il se bagarrait souvent avec les autres élèves qui étaient des Ougandais, et il se disputait. Il est sorti de l'école sans avoir réussi. Vraiment, et c'était hors de question de rentrer à l'université. Ils avaient devant lui un avenir comme un enfant de la rue, quoi, un garçon de la rue. C'était presque une vie semi-criminelle qui l'attendait. Et à ce moment-là, il a rencontré un ancien ami qui s'appelait Fred Rwigema, qui est le monsieur charmant, le jeune guérilla qui a fondé le FPR.
Et ce monsieur a dit, écoute, il faut entrer avec moi dans le mouvement de résistance nationale de Yoweri Museveni, l'actuel président. Et c'est comme ça que ces jeunes garçons sont entrés, ils sont devenus des rebelles. Et il faut dire qu'il y avait beaucoup des Rwandais qui étaient des réfugiés dans l'ouest de l'Ouganda, qui se sont fait encadrer parce que Museveni, il voyait que c'était des jeunes hommes fâchés, pas contents, mécontents, qui cherchaient, qui voulaient, ils ne trouvaient pas leur place dans la société ougandaise. Et ce type d'homme, ce type de jeune homme devient un combattant très facilement. Donc le FPR, au départ, commence par un mouvement de jeunes qui souhaitent rentrer au Rwanda, dans leur pays d'origine, parce qu'effectivement, en grandissant dans les camps de l'Ouganda, ils sont plutôt rejetés de la société. Et Museveni y voit une opportunité de former une rébellion pour conquérir le pouvoir qui, à l'époque, est occupé par Milton Obote. Une fois le FPR rassemblé, cette force armée très disciplinée qui s'est formée sur les humiliations qu'ils ont vécues, il y a une première tentative de retour au pays, donc leur pays, le Rwanda, qui ne s'est pas soldée par une réussite. Le président Museveni on arrive à la conclusion qu'il faut les aider à partir parce qu'ils deviennent un peu trop brutaux envers la population ougandaise, un peu trop sanglants aussi envers les propres membres du FPR. Donc déjà à cette époque, une longue liste de membres du mouvement FPR meurt sans explication. Et après la première tentative, Museveni leur ouvre quelque part la porte ou ferme les yeux sur... Il y a toujours eu tout un débat. Est-ce que Museveni savait que le FPR existait au sein de l'armée ougandaise? Est-ce qu'il savait que Fred Rwigema, à l'époque, qui était vraiment le chef, qu'il avait toute une opération préparée pour envahir le Rwanda, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a pris, qu'il a surpris? Et Museveni a toujours dit qu'il n'était pas au courant qu'il y avait une invasion qui se préparait. Il savait que ces jeunes hommes voulaient rentrer chez eux, qu'ils sentaient absolument qu'ils ne faisaient pas partie de l'Ouganda, mais qu'ils pensaient qu'ils pouvaient négocier un retour avec l'actuel président Juvenal Habyarimana. Je ne sais pas, il y a des gens qui croient à ça et il y a des gens qui ne le croient pas. Alors en 90, en 90, ils ont essayé, ils sont entrés au Rwanda et ça s'est pas bien marché. Fred Rwigema s'est fait abattre tout de suite le deuxième jour. Et c'est à ce moment-là que Paul Kagame est revenu. Il était en formation militaire aux États-Unis, il est revenu. Et il a pris la tête parce que c'est quelqu'un dans lequel Yoweri Museveni, il avait confiance en lui parce qu'il le connaissait depuis plusieurs années comme jeune rebelle qui faisait membre de son NRM. C'est important de préciser qu'à cette époque-là, quand l'avion est abattu, Kagame n'occupe pas une position de leader dans le FPR. Il y a d'autres personnes qui sont pressenties comme des leaders. Il occupe, on va dire, les seconds rangs. Il n'est pas encore la figure. Oui, bon, il faut dire qu'en principe, ce n'était pas lui le chef, parce que c'était un mouvement qui était multi-ethnique. Alors, il y avait des Hutus parmi le FPR, il y avait aussi les Tutsis, et ce n'était pas lui le chef, mais en principe, on savait que c'était vraiment, le pouvoir était dans ses mains. Et qu'il y avait des autres positions qui étaient un peu cosmétiques, quoi. À ce moment-là, le FPR séduit beaucoup. C'est un mouvement rebelle de jeunes qui ont étudié, des jeunes qui souhaitent simplement rentrer dans leur pays. Et la propagande va commencer à ce moment-là pour changer
l'image du FPR juste après le génocide. Alors, la partie du génocide occupe une place importante dans votre livre parce qu'elle est actuellement, elle est très disputée. Avant, il y avait une espèce de consensus sur qui a tué qui. Oui. Depuis, de nombreuses enquêtes sont sorties. On peut citer celle de M. Rentiers. Oui, je parle beaucoup du rapport de Robert Gersony, que c'est un Américain, un enquêteur américain. Parce que, bon, tous les journalistes qui sont entrés au Rwanda ont vu qu'il y avait des tas de corps partout, qu'il y avait eu des massacres, des atrocités dans les églises, dans les écoles. Et moi je nierai jamais qu'il y a eu une génocide. Mais en même temps, il faut admettre qu'il y a eu beaucoup de membres de la minorité Tutsi qui ont été abattus, mais en même temps, il y a eu des Hutus qui se sont fait abattre par les milices Hutus, par l'armée de Juvenal Habyarimana, et que aussi ce qu'on sait maintenant, parce qu'il y a beaucoup de preuves, c'est que le FPR aussi a commis beaucoup d'atrocités au nord du pays, au nord du Rwanda, et que aussi, pendant qu'ils saisissaient le pouvoir, ils étaient en train vraiment de commettre des massacres. C'est une chose qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire ça au Rwanda, et si on essaie de le dire, il y a beaucoup de membres de la majorité Hutu qui le disent. C'est vraiment très contesté et on risque de se faire accuser d'être négationniste, révisionniste, de nier la vérité du génocide parce que les FPR, ils ne veulent pas admettre qu'eux aussi, ils ont le sang sur leurs mains. Et je pense maintenant, il y a vraiment, on ne peut plus contester ce fait. C'est ce qui est formidable justement dans le livre de Michela, c'est qu'au bout de chaque page, chaque source, chaque lien, chaque site qui montre les rapports qui ont été faits dans le sens de contester la version officielle est référencé. Et donc on peut chacun vérifier les rapports qui sont encore publics. Oui, parce que je sais que moi, il y a beaucoup de notes de référence dans mon livre, parce que je sais que chaque chapitre, chaque étape dans l'histoire du Rwanda est contestée et controverse. Alors, il faut toujours montrer pourquoi on dit quelque chose. Je dois dire aussi et admettre qu'il y a beaucoup de sources anonymes dans mon livre, parce que ce que j'ai trouvé que c'est en Ouganda et au Rwanda et aussi même les gens qui habitent en exil, les Rwandais, les Ougandais qui habitent à l'étranger, ils ont encore peur du FPR, ils ont peur de Kagame. Et il y a c'est souvent le cas qu'ils disent, je vais vous expliquer quelque chose, je vais vous dire ce qui s'est passé, mais il ne faut absolument pas me citer. Et c'est vraiment, il y a une atmosphère de peur qui s'est formée autour du FPR que je trouve c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai écrit 5 livres sur beaucoup de gouvernements, beaucoup de régimes africains et j'ai jamais vu ça vraiment à ce niveau. Je pense que le fait le plus contesté, on peut en parler brièvement avant de faire le lien avec notre pays, c'est l'attentat contre l'avion de Habyarimana. Oui. Le faisceau de preuves qui montre d'où provient le missile qui a abattu l'avion ne fait plus l'objet d'aucune contestation. Le missile était russe et seul l'Ouganda à ce moment-là avait dans son arsenal des armes russes auxquelles le FPR avait accès. Oui, il faut dire que l'enquête française, ils ont déclaré un non-lieu. Et eux, c'est pas accepté en France que c'est le FPR qui est coupable de ça. Moi, au début, pour décrire un peu mon trajectoire là-dessus, au début, j'avais lu les livres de Gérard Prunier pour commencer, mais plein d'autres qui disaient probablement c'est les milices, les extrémistes Hutus qui ont fait descendre l'avion.
Et moi, je ne connaissais pas du tout le Rwanda, alors OK, ils savent de quoi ils parlent. Mais pendant que j'ai vu qu'avec les années qui passaient, il y avait de plus en plus d'anciens combattants dans le FPR qui disaient non, c'est nous qui avons fait cela. Et après, quand j'ai commencé à faire mes recherches, parce que j'ai passé 4 ans pour faire les recherches sur ce livre, j'ai vu que des gens qui étaient vraiment dans des positions très importantes, par exemple le chef des forces armées, le général Kayumba Nyamwasa, qui maintenant est en exil en Sud-Afrique, l'ancien chef de cabinet de Paul Kagame, c'est-à-dire Théogène Rudasingwa, le numéro 2 au ministère, l'ancien numéro 2 au ministère de la Défense, Jean-Marie Micombero, qui habite maintenant à Bruxelles, et aussi Patrick Karagaya, l'ancien chef des renseignements. Ils étaient tous d'accord, ils disaient c'est nous qui avons fait cela. Et comme vous dites, il y a aussi des indices au niveau des missiles, d'où ils venaient, qui avait accès à ces missiles russes. C'était l'armée ougandaise, le FPR avait accès aux armes de l'armée ougandaise. Alors pour moi, les indices maintenant, ils pointent vraiment, c'est assez clair qu'ils pointent vers le FPR. Mais je dois dire que pour moi, c'est une obsession, surtout pour les Français, ils sont obsédés par cette question. Et moi, je pense que les conséquences de cet incident ont été énormes, mais il faut qu'on peut parler un peu plus d'autres choses aussi. Parce que moi, je trouve que dès que je suis interviewée, on me demande toujours, mais qui a abattu l'avion? Et je dis, mais parlons un peu de ce qui est le Rwanda aujourd'hui. Parlons un peu de ce qui se passe au Congo de l'Est. La question de qui a abattu l'avion, ce n'est pas la seule chose importante dans l'histoire des Grands Lacs. Effectivement, il se passe beaucoup de choses au Congo actuellement. Donc on est en 1994. Cet incident qu'on pourrait passer assez rapidement a beaucoup d'incidences dans la sous-région. Abiyarimana est un personnage qui a des liens avec notre pays à travers le président. Et 2 ans après, nous assistons au départ de Mobutu et à l'entrée de l'AFDL dans notre pays. Ça nous permet de faire le premier lien avec le livre de Godefroy, qui, comme nous l'avons dit précédemment, part d'un point de vue assez particulier, celui d'un jeune militaire congolais qui passe de différentes phases de l'armée militaire qu'on a connue ici. Donc Godefroy, tu peux nous en dire un peu plus? En 1996, où se trouve le personnage principal, Bokoso, de ton livre? Merci Marie, merci Michaela. J'ai lu votre livre que j'ai beaucoup aimé. Ce qui me marque particulièrement, c'est les rapports entre votre livre et le mien. Au départ, on peut avoir l'impression que rien ne les rapproche. Vous écrivez sur base d'une enquête journalistique. Moi, j'écris en tant que romancier avec un regard fictif. Je fais de la fiction romanesque. Mais là où nous nous rencontrons, c'est dans le fait que le contexte, l'évolution du contexte rwandais a des incidences de l'autre côté du lac Kivu, dans l'autre versant de la montagne, ça veut dire chez nous. Parce que, et c'est ce qui ressort d'ailleurs, Marie, pour répondre à ta question, du parcours de mon personnage principal, c'est le fait que la montée en flèche du FPR et du régime de Paul Kagame a coïncidé avec un peu la déliquescence du Zaïre, qui occupait aussi une place de choix. On est là en pleine guerre froide, et les Zaïre occupaient une place de choix. Et mon personnage principal, j'arrive directement à la réponse, c'est le capitaine Ngokoso, qui est un des personnages principaux de mon roman, Ainsi sont faites les lianes. Il a connu toutes les périodes, toutes les péripéties de l'armée congolaise. Je pense que lorsque les Kagame sont en Ouganda avec Museveni, lui, c'est un militaire qui est au front. Il se retrouve notamment au Tchad pour aller, pour le compte de la République du Zaïre, combattre aux côtés des troupes du Sénabré, là parce que le Zaïre est respecté, l'armée zaïroise est respectée à cette époque-là. Il se retrouve dans l'opération Manta parce qu'il fallait chasser les dissidents
dissidents qui ont occupé la bande d'Aouzou, de Goukouni-Ouédé, avec l'appui de Kadhafi. Le Zaïre, c'est un peu le Reagan, le gendarme de l'Afrique centrale à l'époque contre l'influence des puissances de l'Ouest, disons de l'Est. Mais effectivement, à partir du moment où il revient, il a tous ses galons, il a toute la gloire, toute la puissance du Zaïre, mais la montée en flèche du FPR va lui faire vivre maintenant une descente en enfer. Parce qu'à partir de ce moment-là, les forces armées zaïroises vont commencer leur déliquescence progressive et lui il va passer maintenant dans plusieurs péripéties. Je ne sais pas, Marie, si je dois d'abord me limiter là parce qu'on est en 94. Parce que ce qui va suivre, c'est qu'en 94, plus tard, c'est l'armée rwandaise qui sera aussi une armée sans frontières, pour copier un peu les titres de votre livre. Ils vont se permettre de rentrer tranquillement au Zaïre et mon personnage va être à Kisangani. Je pense qu'il va prendre part à la bataille de Kisangani et la suite, on va continuer au fur et à mesure qu'on évolue. C'est ça les liens que je voulais essayer de placer. C'est le premier lien, mais il y en a de très nombreux. Oui, bien sûr. Il y en a de très nombreux puisque, effectivement, ce n'est pas simplement une simple incidence sur l'avenir de notre pays, cette ascension du FPR, ça a des conséquences lourdes. En 1994, Paul Kagame n'est pas encore président. Paul Kagame prend le pouvoir en 2000 et c'est en 1994 qu'il prend la tête du FPR et qui deviendra par la suite l'APR. Et il est animé par ce même esprit de vengeance, ce même esprit que ses camarades du FPR ont remarqué et les raisons pour lesquelles ils l'ont surnommé Pilato. Il est animé par ce besoin et ce désir de revanche. Et le FPR, via différents groupes, rentre en RDC à la poursuite des Hutus, le coupable désigné du génocide. Et c'est sur ce chemin-là que va commencer, et je pense qu'il y a un auteur qui le décrit très bien, que vous avez cité, que va commencer le changement de ce désir de revanche vers une quête de richesse, notamment Kisangani, où, une phrase très célèbre, le panafricanisme est mort sur le pont de la Chopo, parce que c'est à ce moment-là que le FPR se rend compte que le Zaïre n'est plus aussi grand et puissant qu'avant et qu'il y a d'autres choses à récupérer de la même manière qu'ils ont fait tomber le régime de Oboté. Ils vont participer activement à faire tomber le régime de Mobutu dans le Zaïre de l'époque. Et la suite, c'est les 2 décennies qu'on connaît. On va continuer un peu à travers le livre pour pouvoir parler de ce qui, je pense, nous a le plus intéressé au festival beaucoup. C'est la propagande utilisée par le FPR pour séduire les Occidentaux, mais pour aussi convaincre le monde de ce nouveau visage. Déjà, à ce moment-là, la liste des morts est nombreuse. On parle notamment des Hutus qui sont rassemblés dans des églises et qui sont massacrés. Beaucoup de preuves, beaucoup de références aussi sont dans votre livre. Et cette majorité Hutu, devenue silencieuse sous le joug de l'APR maintenant, beaucoup d'acronymes aussi, il faut pouvoir suivre, parce que ça permet de changer de visage à chaque fois et de se métamorphoser. Le président Paul Kagame l'a bien compris. C'est le début aussi de l'afflux massif de donations, de dons de l'Occident pour reconstruire ce qu'on pensait un pays déchiré par le génocide. Donc avec cet argent, Kagame va pouvoir financer de nombreuses... tout un système d'intelligentsia qui surveille la population, qui camoufle des meurtres très nombreux. Vous en faites la liste macabre dans votre livre. Et on constate que cette culpabilisation, ce message culpabilisant envers les Occidentaux, fonctionne. Donc il met l'accélérateur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Michela? Oui, ok. Juste pour clarifier, les massacres qui ont eu lieu dans les églises et les écoles, c'était surtout pendant le génocide, et c'était les milices Hutus et l'armée de Habyarimana qui ont commis ça. Mais il faut rester très conscient de ce que le Mapping Report des Nations Unies ont établi, les faits qui sont établis au Congo de l'Est, pendant laquelle le nouveau armée du Rwanda ont massacré
les civils et parmi beaucoup de Congolais aussi, les gens qui fuyaient à travers les forêts. Je faisais référence juste après le génocide où des milliers de Hutus aussi ont été massacrés. Oui, par parce le qu'il y avait FPR. il y avait beaucoup de familles qui étaient mixtes, et aussi il y avait beaucoup de Hutus qui protégeaient leurs amis, leurs voisins Tutsis. Alors c'était pas du tout, il y avait des morts des deux côtés. Oui, au niveau de la propagande, je pense, moi j'habite en Angleterre et je suis sûre que vous êtes tous conscients que mon gouvernement soutient à des liens. Maintenant, par exemple, il y a Kagame qui visite le Royaume-Uni pour la coronation du roi Charles le third, et qu'on a des projets pour les demandeurs d'asile. Et je pense que ce qu'on voit avec l'Angleterre, avec la France, c'est qu'il y a eu, au début, il y avait une sensation de culpabilité du niveau de la communauté internationale, très conscient du fait qu'ils n'étaient pas intervenus pendant le génocide, ils n'avaient rien fait, mais qu'après cela, on s'est laissé un peu séduire par toute cette image d'un pays reconstruit sur les dégâts de ce président efficace, Kigali, une ville très propre où il y avait de l'ordre, c'est tranquille, il n'y a pas de sacs en plastique, où les ONG aiment bien mener des projets. Ils trouvent que tous les gens qui travaillent pour le gouvernement, c'est très facile à se mettre d'accord avec eux. Et je pense que le Rwanda a réussi à créer vraiment une image très impressionnante et qu'on aime ça en Occident. Et grâce à ça, on veut pas trop regarder les questions des droits de l'homme à l'intérieur du Rwanda, ce qui se passe si on est peut-être un opposant au Rwanda, ce qui se passe si on veut parler un peu des atrocités commises par le FPR, ce qui se passe si on essaie de faire le travail d'un journaliste indépendant. Alors nous, en Occident, on ne veut pas trop penser de ça et on veut non plus pas trop parler de ce qui se passe au Congo de l'Est. Et c'est ça parce qu'on a vraiment été tellement séduits par cette image du Rwanda moderne. Petit à petit, l'image se fissure, tout comme notre pays qui commence à tomber dans une position qui n'était plus celle du gendarme de l'Afrique centrale. Alors, Bokoso se trouve où au moment où le FPR a déjà pris le pouvoir? La machine de propagande que Kagame et ses ministres, ce gouvernement mettent en place, Bokoso se trouve où? Qu'est-ce qui se passe au Congo exactement dans cette période? Exactement comme le Congo, parce qu'au fait, Bokoso, mon personnage, il incarne un peu, comme j'ai dit, la déliquescence du Congo, la perte de ses lettres de noblesse. Lorsque le Rwanda, après avoir, disons, le régime du FPR, après avoir pris le pouvoir, nous connaissons la suite. Ils ont amené l'AFD et mon personnage se retrouve à Kisangani avec toutes les décorations qu'il a pu avoir après la bataille au Tchad. Mais cette fois-là, il voit en face de lui des troupes rebelles qui viennent. Parmi ces rebelles, il y a notamment des anciens tigres katangais qu'ils avaient vaincus au Katanga. Parce qu'ils avaient participé à plusieurs batailles. Mais ceux-là, ils arrivent, et ils les chassent de Kisangani, ils s'enfuient jusqu'à la chute de Kinshasa, où il se retrouve, lui qui était dans l'armée loyaliste, l'une des armées les plus respectées en Afrique, sur lesquelles l'Occident comptait, il se retrouve un peu mis à l'écart. C'est d'autres qui
qui gouvernent le pays. Tout simplement parce qu'effectivement, les nouveaux décideurs, les nouveaux gendarmes de la sous-région, c'était devenu effectivement Kagame et Museveni, et ils ont imposé Mobutu à la tête de l'armée. Mais plus tard, mon personnage va se retrouver aussi dans un dilemme parce que ces mêmes troupes qui sont venues, qui étaient des tombeurs de Mobutu, ils commencent à se rentrer dedans entre eux, avec la bataille de Kitona et consorts, parce qu'effectivement, Laurent Désiré Kabila essaie de se débarrasser de ses anciens alliés. Les vainqueurs commencent à se triper entre eux, jusqu'à ce que mon personnage va finir par croire que les RCD, les éléments du RCD, comme ils sont en train de se battre contre leurs anciens vainqueurs, ça peut être le bon camp, et ils se retrouvent dans une rébellion. Et ça sera le début d'une descente en enfer jusqu'au brassage, où les anciens vainqueurs vont être encore ses anciens camarades. Et c'est ça les lianes, en fait, telles que je suis en train de les décrire. C'est une déliquescence, une descente en enfer où il y a des imbrications telles qu'on n'y comprend rien. Et les conséquences, je pense qu'on les subit jusqu'à aujourd'hui parce qu'on ne sait pas construire une armée républicaine, parce que c'est une armée des brassages où on fait des alliages contre nature, des éléments qui ne sont pas censés fonctionner ensemble. C'est un peu ça le parcours de mon personnage et qui incarne en passant la course qu'a suivi l'armée et en même temps notre pays, la République démocratique du Congo. 29 ans depuis l'ascension de Paul Kagame au pouvoir. Le Rwanda d'aujourd'hui, c'est une image vue de l'extérieur, très belle, comme vous l'avez dit, qui a beaucoup plu aux Occidentaux, de rues propres, de poubelles partout. Mais c'est un régime très sanglant, avec beaucoup de disparitions au sommet de l'État, beaucoup de journalistes enfermés. C'est aussi un régime qui bénéficie des largesses de l'Occident, avec plus de 25 milliards de dollars de dons depuis le génocide. Alors j'ai le professeur Mami Moulumba devant moi, donc je n'ose pas dire vraiment le chiffre de ce que nous avons reçu, mais en comparaison, on parle de 1/30 pour le Congo par rapport à ce que le Congo a reçu comme don, le Rwanda a reçu comme don non remboursable. Et l'image commence à se fissurer lorsque, pour pouvoir continuer à avoir cet afflux de dons, il faut faire appel à des agences extérieures de consultance qui approuvent les donations qui sont faites. Et un groupe de chercheurs de Oxford refuse de signer un rapport qui donne un indice sur le développement d'un pays. Et c'est une technique régulièrement utilisée par le régime Kagame, c'est-à-dire que si vous ne signez pas le rapport qu'on vous demande de signer pour que l'argent continue à couler sur le Rwanda, vous êtes exclu. Vous ne faites plus partie de l'intelligentsia. Il y a beaucoup dans votre livre d'exemples concrets de personnes qui ont refusé, parce que ce sont des vrais intellectuels, de signer des rapports qui étaient demandés par le Rwanda, qui leur permettraient de continuer cette propagande de l'image lisse et douce et belle du développement. Oui, effectivement, c'est un de mes derniers chapitres parce que je suis devenue vraiment fascinée par l'image qu'on avait construite du Rwanda et la réalité. Et il faut dire qu'ils ont reçu beaucoup de soutien des donateurs de fonds et ça n'a été pas gâché. Mais en même temps, Kagame, il aime bien présenter Rwanda comme un miracle du développement et on aime entendre ça en Occident. Et je pense que si on gratte un peu, on regarde de près les chiffres, il y a toujours un problème. Alors, par exemple, quand on parle de récolte, Kagame avait annoncé qu'il y avait eu une révolution verte au Rwanda et effectivement il y a eu un étudiant tout récemment allemand qui a publié un rapport et ça montre qu'il y a eu 15 ans de stagnation, il n'y a pas eu une révolution verte. Et c'est la même chose avec la croissance. On sait, avec plein d'indices qui ont beaucoup d'importance pour les donateurs de fonds, on voit que c'est pas exactement ce qu'on déclare.
Et je trouve que c'est très intéressant ça parce qu'on voyait ça en Russie pendant que Staline existait. On disait que c'était un Potemkin village. Et c'est un village qui était peint. C'était comme ça, c'était la peinture, mais derrière, il n'y avait rien. Et moi, j'ai commencé à penser que de plus en plus, le Rwanda ressemble à un Potemkin village. Et l'image est très importante pour Kagame. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas les gens comme moi, nos livres, parce qu'ils savent que réputation, image, c'est vraiment très, très important. En plus, il faut voir qu'ils dépensent beaucoup d'argent. Pour un petit pays pauvre africain, ils dépensent beaucoup d'argent sur les relations publiques et les boîtes à Washington, à Londres, qui ont aidé à établir, à construire cette image alors, parce qu'il sait, lui, que ça, c'est pas du fric, que ça vaut la peine de dépenser cet argent. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que vous êtes aussi conscient de peut-être ce terme qui s'appelle sports washing. Et sports washing, c'est quand on utilise le sport pour laver un peu la réputation. Et Rwanda utilise ça tout le temps avec le football, avec Arsenal, parce qu'ils donnent de l'argent aux footballeurs de Arsenal, au Paris Saint-Germain, aux cyclistes et tout ça. Et parce que quand ils vont jouer, ils ont des t-shirts qui disent « Visit Rwanda ». Ils font des photos avec Kagame, et ils nomment les gorilles, ils font des cérémonies de baptême avec eux. Alors, ils sont très doués dans ce secteur. Et je pense que le Congo est pas très doué dans Effectivement, pour la propagande, ce qui est intéressant dans votre livre et dans le livre de Godefroy, c'est qu'on s'aperçoit de tout le système de propagande qui est fabriqué par le régime maintenant devenu le gouvernement du Rwanda avec à sa tête Paul Kagame. C'est-à-dire que les ambassades sont utilisées comme des officines qui espionnent les citoyens, non seulement rwandais, mais aussi les autres, toutes les personnes qui ont un discours qui n'est pas conforme au message officiel rwandais selon lequel le FPR est une armée de révolution, de libération, et que le Rwanda est magnifique. Tous ces personnes-là sont non seulement espionnées, écoutées, menacées, et l'envie de Kagame, cette soif de revanche sur la vie qu'il a montrée dès qu'il était petit, il la continue jusqu'à poursuivre ses opposants ou les personnes qui ne sont pas proches de son régime jusqu'en dehors de ses frontières. Oui, c'est exactement, pour moi, c'était vraiment le thème principal de mon livre, c'est le fait que le FPR et les renseignements de Kagame, ils envoient maintenant des escadrons de morts pour chasser les anciens dirigeants du FPR qui sont plus les grands amis de Kagame, qui ont osé exprimer des critiques à son égard, et ils ont dû enfuir le pays où ils ont disparu, où ils sont en tôle, où ils fuient en exil. Et après, Kagame, il envoie les escadrons de mort pour éliminer ces gens-là. Et c'est justement ce qui s'est passé avec les anciens chefs des renseignements à l'extérieur, Patrick Karegeya, et c'est pour cela qu'il est le caractère principal dans mon livre, parce que lui, c'était un très bon ami à Kagame, et il a payé le prix pour son amitié. Alors Godefroy, à ce moment-là, l'armée congolaise se déchire entre elles parce qu'elle a dans son ventre des anciens ennemis qui l'ont intégrée aussi. Qu'est-ce qui se passe depuis les années 2000 dans notre pays concernant l'armée et le personnage principal de Mbokoso? En effet, mon personnage, il va poursuivre ses aventures dans différentes rébellions. Il va passer du Rassemblement congolais pour la démocratie vers le MLC.
Arrive 2004, il y a le dialogue inter-congolais où les politiciens décident de se partager le pouvoir et on brasse des militaires, ils se retrouvent dans l'armée loyaliste, mais il y a des élections. À l'issue des élections, on connaît l'histoire. Les deux candidats sortis premiers, ils se rentrent aussi dedans, en pleine ville de Kinshasa. Et mon personnage participe aussi à la bataille du côté d'un des candidats, le perdant, qui finira en exil, puis qui se fera arrêter pendant un moment à la Cour pénale internationale. Et vous connaissez le sort de certains militaires qui ont décidé après de se démobiliser. Et mon personnage principal a fini par être démobilisé. Mais bon, je ne vais pas spoiler aussi le reste de mon roman. C'est une œuvre de fiction. Donc, en fait, mon personnage arrive de manière très atypique à un statut qui est parti d'un militaire décoré au moment de la période de gloire de l'armée de la République démocratique du Congo. Et il passe par toutes les péripéties jusqu'à devenir un peu un laissé pour compte qui n'a aucun saint à qui se vouer. Et voilà un peu le parcours typique de mon personnage. Et tout cela a des liens effectivement avec la montée en puissance du régime du FPR et de l'hégémonie et les appétits expansionnistes du régime de Kagame sur la République démocratique du Congo. Voilà à peu près, Madame Marie. Nous allons maintenant prendre le temps de poser des questions qui seront certainement nombreuses. Donc, Alors, je vais rappeler quelques règles pour que la séquence questions-réponses se passe en ordre. Alors là, on a 2 micros, donc je vais demander à une hôtesse de prendre un micro. Pour les personnes qui veulent simplement poser une question, levez la main, on vous donnera le micro. Merci de vous lever, vous présenter et de poser votre question. Je vous remercie. Je m'appelle Freddy Moulumba, je suis journaliste. J'ai lu votre livre en anglais, je n'ai pas encore lu en français. J'ai lu aussi le livre de Onana qui vient de sortir. Je voudrais vous poser quelques petites questions par rapport à l'article que vous avez publié dans Foreign Affairs, la revanche de Kagame. Dans cet article, vous dites que Kagame fait du chantage aux autres pour qu'on puisse reconnaître qu'il est encore très fort. Deuxième chose, je voudrais savoir les relations entre Kagame et le président Tshisekedi aujourd'hui. Quel est votre regard? Parce que dans l'article, vous le dites très bien, selon un spécialiste de l'administration américaine, donc ils sont dans une rupture. Et puis, un autre point que je voudrais soulever, c'est dans votre livre. Karegeya, c'est Karegeya, vous avez fait des confidences en disant que nous serons toujours au Congo, nous aurons nos forces à l'est du Congo, de manière permanente, pour éviter que la guerre revienne au Rwanda. Et nous sommes obligés, donc Karegeya que vous disiez, d'avoir des gens à Kinshasa. Et tant qu'on a un pouvoir à Kinshasa, tant qu'on a quelqu'un à Kinshasa qui travaille avec nous, nous serons tranquilles. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'attitude du président Tshisekedi, est-ce qu'on peut dire que le président Tshisekedi vient de rompre et de déboulonner M. Kagame à Kinshasa, pour ne pas dire d'enlever les infiltrés? Merci. Merci, ce sont des questions très intéressantes et très difficiles. Le chantage, vous voulez dire au niveau de la culpabilité de la communauté internationale? Oui, je pense que Kagame a toujours joué cette carte, que ça marche de moins en moins bien maintenant. Et effectivement, le fait qu'il est devenu vraiment un caractère très... qu'il trouble les grands lacs de l'Afrique. Que maintenant ça compte contre lui au niveau international, parce qu'on voit qu'il y a toujours des problèmes autour du Rwanda
il y a toujours le désordre et actuellement qu'il y a 800 000 personnes déplacées au Congo de l'Est. Et on voit ça. Et les Américains surtout, ils ne sont pas contents de ça. Je pense que les Français et les Anglais, ils ont leur propre intérêt, leur propre raison pour être un peu aveugles à ce niveau-là. Mais les Américains, on voit qu'ils sont vraiment énervés à ce sujet. Alors, entre Tshisekedi et Kagame, moi, ça fait 20 ans que je ne suis plus venue ici. J'ai lu les journaux. Je suis l'agence Reuters, la BBC, RFI, comme tout le monde. Et j'ai vu qu'il y avait eu une nette différence. À un certain moment, Tshisekedi semblait être très ami avec Kagame et qu'il semblait avoir une répétition un peu de la relation entre avec le président Joseph Kabila et Kagame. Et après, on a vu que tout d'un coup, ça a changé. Et ce que j'ai dit dans mon article, c'est selon ce que j'ai compris, c'est vraiment le fait que Kagame se sentait dépassé quand le président Tshisekedi s'est mis d'accord pour ce projet de reconstruction et de coopération commerciale avec l'Ouganda. Et Kagame, selon moi, il veut absolument être le dirigeant incontournable dans les Grands Lacs, le dirigeant le plus respecté, le plus important, et il ne pouvait pas avaler ça. C'est mon impression, et je pense que c'est une analyse, on s'est mis d'accord avec ça. Alors, lui, il dit, bon, si vous ne voulez pas m'inclure, je peux s'aimer le désordre, et c'est ça qu'il est en train de faire. Merci Michaela. Question suivante. Merci Michaela, merci aux organisateurs pour cette rencontre. Je vous ai suivi sur les médias internationaux. Je me suis empressé d'acheter le livre, je n'ai pas encore lu, mais ma préoccupation est la suivante. Quelle est votre lecture de la position des États-Unis d'Amérique par rapport à ce qui se passe en RDC? De votre lecture, lorsque la RDC demande des sanctions, ça traîne, mais vous dites que les Américains ne sont pas contents de ce qui se passe. Quelle est votre lecture par rapport à la terrorisation des Américains pour prendre des sanctions et même pour accompagner la RDC à mettre fin à ces tueries dans l'Est du pays? Merci. Je suis Annie Kitimanzouzi, juriste. Je vous suis depuis un certain temps, mais j'ai un sentiment d'insatisfaction. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette histoire du Rwanda, régime organisé, on sait très bien que ça a été bâti de toutes pièces avec un appui important de certaines puissances occidentales. Tout le monde sait que le FPR a été fortement soutenu par des gens comme Madeleine Albright, Bill Clinton, Tony Blair et j'en passe, Susan Rice et j'en passe. Ce sont des gens qui ont contribué à construire ce narratif que le Rwanda est un État organisé, que le nouveau pouvoir sont des gens disciplinés et qui utilisent bien les fonds qui sont mis à leur disposition. Mais ils l'ont fait, comme vous l'expliquez, par rapport à leur regret de ne pas être intervenus pour stopper le génocide. Je vais aller maintenant à ma source d'insatisfaction par rapport aux analyses que vous faites. Donc on se rend compte que tout ça est surfait et ça se construit sur une société qui est basée sur une inégalité flagrante où plus de 85% de la population sont muselés, n'ont pas voix au chapitre, et dans les 15% qui restent, qui représenteraient les Tutsis, il existe de plus en plus de l'insatisfaction. Les mêmes causes créant les mêmes effets, on sait très bien que le Rwanda va un jour exploser. Parce que ce n'est pas aux gens un espace démocratique où ils peuvent exprimer leur opinion ou leur dissidence. Ils ne sont réduits qu'à une seule chose, utiliser la force armée. Et qui dit force armée dans le contexte du Rwanda, on va arriver à une autre catastrophe sur le plan humain. Et malheureusement, cette haine a atteint aussi la République démocratique du Congo,
où il y a une population qui est violentée depuis presque 30 ans aujourd'hui et qui est arrivée à un niveau de ras-le-bol. Et c'est un effet justement de ce tourisme militaire à répétition que Kagame fait dans notre pays. Alors mon insatisfaction, c'est que vous n'allez pas jusqu'au bout de votre analyse, parce que vous êtes quelque part un lanceur d'alerte. Vous n'allez pas jusqu'au bout en disant, messieurs, si vous ne prenez pas vos responsabilités aujourd'hui, ce qui va se passer avant 2034 sera pire que ce qui s'est passé en 1994, parce que là, il y aura 2 terrains d'opération, ce sera la RDC et le Rwanda. Alors, je voudrais savoir pourquoi, parce que même tout à l'heure, quand vous avez parlé, vous avez eu un peu de retenue en disant, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, je voudrais savoir d'où vient un peu cette attitude de timidité où vous n'osez pas aller jusqu'au bout des conséquences que l'actuel régime va impliquer. Merci. Merci. C'est des très bonnes questions. La raison pour laquelle j'hésite pour prédire une catastrophe au Rwanda, c'est parce que si on regarde ce qui s'est passé pendant le génocide, il y avait une armée et des milices très importantes, et c'est eux qui ont commis le génocide. Et c'était des gens qui étaient formés avec le soutien des Français. Ils avaient les armes, ils étaient bien encadrés. Et actuellement, l'armée au Rwanda, je ne vois pas, ça serait difficile parce que c'est vraiment, c'est un régime qui les positions plus importantes sont dans les mains de la minorité Tutsi. Alors je ne vois pas que l'armée pourrait jouer ce rôle dans un sens à l'envers. C'est pour cela que j'hésite. Mais il faut dire que j'écris beaucoup d'articles toujours dans la presse britannique et américaine pour dire que, selon moi, j'aimerais bien voir les pressions des sanctions contre le gouvernement de Kagame. Pour moi, c'est clair, par exemple, qu'il y a 10 ans, quand le M23 est surgi et était autour de Goma, on a vu qu'il s'est retiré, tous les bailleurs de fonds ont annoncé qu'ils donner plus de soutien au gouvernement à Kigali. Alors on voit que Kagame, quand il est mis sous pression, il cède. Et c'est pour cela que je suis très frustrée avec mon propre gouvernement, parce qu'on sait que c'est un monsieur qui tient beaucoup au soutien de l'Occident, à l'argent qu'il reçoit de l'Occident. Et si on menace de couper ça, il va céder. Alors j'aimerais bien qu'on fasse ça. Mais ça fait longtemps que j'écris ces articles et ça n'a pas eu un effet jusqu'à maintenant. On m'avait demandé au niveau des États-Unis et le rapport. Et moi, je trouve qu'à ce moment, c'est aux États-Unis qu'il y a un peu d'espoir. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'avec l'enlèvement de Paul Rusesabagina, c'était un monsieur qui était un résident, il n'était même pas un citoyen américain, mais ils ont vraiment mal pris ça. Ils trouvaient que c'était pas acceptable. Sa famille, la famille de Rusesabagina, ses amis, les organisations des droits de l'homme, toutes les vedettes de Hollywood, ils ont monté une campagne vraiment incroyablement impressionnante. Et après, à la fin, il y avait le State Department, la Maison Blanche, le gouvernement et ils ont mis la pression sur Kagame. Et encore une fois, on a vu qu'il a cédé. Et je pense qu'il faut voir que Anthony Blinken, il a fait des déclarations de plus en plus fortes, de plus en plus explicites, pour dire, écoute, on sait que
Rwanda est derrière, que soutient, équipe, arme le M23. Et on sait aussi qu'il y a des troupes rwandaises au Congo de l'Est. On le sait. Et les Américains, ils l'ont dit très clairement. Ce qu'ils n'ont pas vraiment... on n'a pas réussi à avoir un front commun au niveau des bailleurs de fonds. Et je pense que c'est là où la France et l'Angleterre, ils ne jouent pas vraiment un rôle très utile, hein, parce qu'ils ont leur propre intérêt. Et à cause de ça, on ne peut pas fonder un front commun et on a besoin d'être tous d'accord. Quand les bailleurs de fonds ont un gros effet, c'est toujours quand ils se mettent d'accord. Alors, il y a un problème actuellement, mais si je peux... c'est intéressant pour moi, en Angleterre, on va avoir des élections l'année prochaine. Et c'est très fort probable que mon gouvernement va changer. Les conservateurs vont probablement être battus. Il y a eu des élections locales récemment en Angleterre, il y a 2 jours. Ils se sont fait massacrer au niveau politique, électoral. Alors, ils vont probablement perdre les élections et les travaillistes ont déjà annoncé que cette politique sur le Rwanda, le projet pour les demandeurs d'asile, ils vont l'annuler tout de suite parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Alors, on voit que ça change. La politique, ça va changer probablement du côté des Royaumes-Unis. Avec la France, je ne peux rien dire. Merci. On va laisser Maître Godefroy apporter peut-être un complément de réponse. Oui, je voulais juste apporter mon point de vue par rapport à la question de Madame. En effet, Michaela, je sais que vous êtes une passionnée du Congo, du Rwanda, de l'Afrique, mais vous restez britannique. Hein? Ces problèmes, ils sont nôtres. Je pense qu'on ne doit pas attendre de Michaela, en plus d'avoir écrit ce livre, de continuer à tirer les conséquences et à faire des plaidoyers plus que nous-mêmes qui sommes concernés directement par ce problème. Ça fait des décennies que ça dure. Mais pourquoi nous-mêmes on ne peut pas mener ce genre d'enquête? Parce qu'on peut avoir accès à autant de sources d'informations que Michaela. Pourquoi on ne peut pas, nous aussi, écrivains, journalistes, essayer de construire aussi un narratif contraire à celui du Rwanda, parce qu'on sait tous qu'il y a une dictature au Rwanda, il n'y a pas de liberté d'expression, l'espace politique est suffisamment réduit. Les opposants ne s'expriment pas. Rusesabagina, Victor Ingabire et j'en passe, Kizito Mihigo, les chanteurs qui a été tué, nous le savons. Mais il faut s'en approprier, il faut dénoncer aussi le ton à notre niveau. Je crois que nous avons, nous aussi, hommes de la plume, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La main à plume vaut la main à charrue. On peut aussi mettre, notre voix au service de la cause congolaise à travers des livres, que ce soit de la fiction, que ce soit des enquêtes journalistiques, que ce soit du cinéma ou toute autre forme de plaidoyer. Voilà un peu le petit ajout que je voulais apporter au regard de la question posée à Michaela. Merci. Nous allons prendre encore 3 groupes de questions. S'il vous plaît, des questions concises, directives, allez droit au but, s'il vous plaît. Merci, Madame, pour la parole. Je me présente, je suis le professeur Piana. Je suis vice-président d'un regroupement tribal, Béné-Bouvira, dans les territoires d'Ouvira. Alors, là, j'ai une question à Michaela. Mais avant cette question, je crois que je pourrais aussi répondre à M. Godefroy par rapport à ce que Madame a parlé et Godefroy a réagi. Mais je sais que vous connaissez, on a M. Mouloum, pas les professeurs, mais monsieur. Oui, mais il a écrit, il a parlé. Moi, je crois que si Kagame est devenu ce qu'il est devenu, c'est grâce aux anglo-saxons. Et les gens qu'ils peuvent mieux écouter, c'est-à-dire les donateurs ou les encourageurs, ce sont leurs frères, comme Michaela a fait ça. D'ailleurs, ma question s'orientait vers ça.
je vous suis très bien dans les médias. Est-ce que vous avez fait des conférences comme celle-ci en Angleterre, aux États-Unis, bref, chez les anglo-saxons qui financent, je dis bien finance, et qui arment cette guerre? Deuxième question, est-ce que vous n'avez pas peur? Parce que Onana, il est camerounais. Je le suis, comme je vous suis aussi, M. Freddy. Je vous félicite. Quand nous, on parle, on ne nous écoute pas. Mais quand vous, qui financez, vous parlez, on va vous écouter. Merci. Merci. Deux autres questions? Trésor Mutombo, je suis journaliste. Mais la question, c'est par rapport à la source ou à l'élément qui déclenche les génocides. Parce que si on lit l'histoire politique du Rwanda, c'est une histoire qui est faite des révolutions et des contre-révolutions. Parce qu'en fait, il y a les Hutus qui sont venus et les Tutsis qui voulaient se libérer aussi. Mais j'aimerais savoir quel rôle le président Kagame a joué dans l'attentat du 6 avril 1994. Merci, madame. Moi, c'est Pascal Mukendi. Ma question va un peu dans la suite de la question du frère qui est de l'autre côté. Vous avez écrit votre livre, ça fait 2 ans. Il est sorti en anglais il y a 2 ans dans vos pays, comme a dit mon frère là-bas, les pays qui financent. N'êtes-vous pas déçu que 2 ans après, la position n'a pas vraiment changé? Vous n'êtes pas déçu que votre livre n'arrive pas finalement à fissurer cette image, pour reprendre l'expression de la modératrice? Votre livre n'arrive pas à fissurer l'image du président Kagame. Maintenant, vous le traduisez en français. C'est vrai que les Français aussi s'y mettent. Peut-être que du côté des francophones, ça va jouer. Mais du côté des anglophones, n'êtes-vous pas déçu, madame? Moi, j'ai essayé de passer le message dans mon propre pays. Il faut dire que le bouquin est sorti en anglais pendant qu'il y avait Covid. Alors, on n'a fait aucune conférence. J'ai fait toute ma promotion sur Zoom pendant 1 année et demie. Et parce qu'on ne pouvait pas sortir, il y avait le lockdown. Et j'ai quand même essayé de transmettre. J'ai parlé au ministère des Affaires étrangères. J'ai fait un briefing. J'ai fait un briefing à Chatham House, au Commonwealth Institute for Commonwealth Studies. J'ai envoyé des copies à le prince Charles, comme il était avant qu'il est allé à Kigali. J'ai envoyé des copies au Commonwealth avant du rencontre de Chogom à Kigali. J'ai envoyé des copies ici et là. Mais à la fin, il faut dire que je ne suis qu'une écrivaine. Je ne suis pas une femme politique et je peux seulement essayer d'influencer. Et moi, je dis que moi, je suis de plus en plus... C'est dans le livre et je donne les explications que je pense que c'est la responsabilité point dans la direction du FPR. Et je me rappelle qu'il y avait eu un moment où lui aussi semble être un homme qui allait être là-bas pour toujours. Peut-être son fils allait devenir le président. Et maintenant, on oublie ça. Mais lui aussi, il semblait être incontournable. Et on voit ça partout dans le monde. Les gens qui semblent complètement incontournables. Poutine en Russie, moi je pense que c'est un homme, il semble être très dur. Il a toute cette armée énorme derrière lui. Et un jour, on va se réveiller et Poutine va être comme Saddam Hussein, comme Gaddafi. Et il va être un homme qui est en fuite. Au niveau de la diabolisation de Mobutu, je me suis fait critiquer avec ce premier livre
je ne sais pas si vous avez lu les commentaires, mais il y a des gens qui disent que je suis trop sympathique à son égard. Parce qu'effectivement, quand j'ai fait des recherches, je pouvais voir ça de son point de vue. Et aussi, il fallait suivre un peu son trajectoire personnelle et ce qu'il était comme jeune homme, avec des ambitions. Et c'était un homme idéaliste. Il avait les projets pour le pays. Alors, je pense que je ne suis pas d'accord avec l'idée que j'ai monté un monstre, parce que je pense que le livre ne décrit pas un monstre. Merci beaucoup. Maître, j'ai suivi toutes les incertitudes, c'est M. Désiré, fonctionnaire, j'ai suivi toutes les incertitudes de votre personnage. Le politique que vous êtes devenu aujourd'hui, où se situe le point d'impact du changement que vous voulez implémenter? Merci pour vos questions. La première question qui m'a été posée, c'est face à l'incertitude de mon personnage et moi dans ma casquette aussi d'acteur politique, président d'un parti politique, où se situe le point de changement, disons, le point de changement pour qu'on arrive à modifier la donne actuelle. Je dois avouer que c'est une question d'abord très complexe et je ne pense pas qu'il y a une solution qu'on peut prendre comme une panacée, parce que le problème lui-même, il est multiforme. Par où il faut commencer? Je me souviens hier, j'étais dans une conférence avec les amis des Boutelli. On était face à la même complexité. On parlait de l'étatisme et la privatisation. Quelle est la bonne solution? Mais à la fin, on est arrivé à la conclusion, avant d'opter pour une solution, il faut d'abord commencer par refonder l'État lui-même. Parce que c'est ça le problème. Est-ce qu'on a déjà un État suffisamment assis, suffisamment ancré? Je pense que c'est de là qu'il faut partir. Refonder l'État, ça passe par avoir des institutions fortes, avoir une armée républicaine. Et mon personnage, si on le suit du début et dans toutes ses péripéties, vous sentez qu'on n'a vraiment pas d'armée aujourd'hui, excusez-moi de le dire. Les institutions sont-elles fortes? Il y a trop de problèmes, mais qui passent d'abord par la refondation de l'État. Que pensez-vous de l'opinion? C'est mon point de vue. Que pensez-vous de l'opinion voulant le recours à l'option militaire? Moi, j'ai connu la guerre. Déjà enfant, nous sommes presque nés dedans. Que ce soit lorsque le génocide se déroule au Rwanda en 1994, moi j'étais à Kindu à l'époque, on a vu des troupes de réfugiés passer, on a vu des morts, nous on les a comptés. Quand le RCD Goma arrive, nous nous trouvons toujours à l'est, à Kindu, à Kisangani. Je pense que même l'une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est peut-être pour me défouler et je parle trop de la guerre dans mes livres, c'est un peu un exutoire, c'est une espèce de thérapeutique, de thérapie. J'aime pas la guerre. Je pense que si vous l'avez vécu en chair et en os et que vous avez perdu des êtres chers, vous ne pouvez pas être d'accord avec l'option de la guerre. C'est vrai pour un État, toutes les options peuvent être sur la table, mais pour moi, l'option militaire doit être l'extrême, celle à laquelle on ne peut recourir qu'in extremis quand il n'y a pas d'autre option. Tel est mon point de vue. Merci. Je comprends effectivement que c'est une question sensible, mais nous arrivons à la fin de notre activité et nous vous remercions pour votre participation. Nous vous remercions pour vos questions, nous vous remercions de vous être déplacés. Maintenant, le festival Beaucoup n'est pas terminé. Nous nous retrouvons demain pour la dernière journée. Effectivement, notre voyage s'arrête demain et il se terminera en apothéose avec une pièce de théâtre. Maintenant, normalement, il était prévu une dédicace des livres. Donc ceux qui ont leur livre, n'hésitez pas de passer à l'avant pour faire dédicacer votre livre. Et on vous remercie. Bon retour à vous et à demain car les activités reprennent de 9h à 19h. Merci beaucoup. Merci beaucoup.